Bonjour, alors ici aujourd'hui on va essayer un petit peu de parler d'un fait d'actualité, d'une chose dont tout le monde parle depuis maintenant 2 semaines, c'est cette faillite de la Silicon Valley Bank, la SVB, et on va essayer de comprendre, tiens, est-ce que cette faillite d'abord va avoir comme en 2007-2008 avec la chute de Lehman Brothers, un effet domino, un effet château de cartes qui s'écroule, est-ce qu'on peut avoir peur de contamination? Et ensuite, pour pouvoir répondre à cette question, on va surtout essayer de comprendre d'où vient la faillite. Est-ce que c'est une faillite qui devait de toute façon arriver? Est-ce que c'est en lien avec l'actualité, c'est-à-dire par exemple avec l'inflation, avec la politique anti-inflationniste qui est menée par la FED, donc la Banque Centrale Américaine? Tout ça, on va essayer d'y répondre de façon méthodologique, de façon simple. Je vais essayer d'expliquer ça de façon à ce que sans aucune connaissance en économie ou en finance, on puisse quand même cerner les clés, les enjeux et surtout les conséquences de cette faillite. Bon, alors avant de commencer à commenter les raisons de la faillite, on va essayer de comprendre ce que c'est la SVB. Alors c'est très bien que la SVB, c'est que le nom dit tout. Silicon Valley Bank. Alors, un, c'est une banque, c'est peut-être le plus clair. Et le deuxième, c'est que pour une fois, on peut se fier à notre intuition. En général, en science, on dit attention quand même à l'intuition, on se fait souvent piéger quand on y va sur ce jeu-là. Mais ici, Silicon Valley, effectivement, on est bien sur une banque, basée dans la Silicon Valley, c'est évident, mais surtout qui accompagne des startups de la tech, qui sont donc dans cette partie-là des États-Unis. Alors, attention, hein, là, je vois tout de suite certaines personnes qui s'y connaissent un petit peu en risk management, qui ont une lumière qui clignote, qui dit attention, si elle est spécialisée en un seul secteur, c'est très dangereux parce qu'on n'a pas une diversification du risque. C'est-à-dire que, mettons que le secteur de la tech s'écroule complètement, ça risque d'être très dangereux pour la banque et c'est peut-être un élément dans lequel on va devoir fouiller pour comprendre. Alors aussi, en termes de taille, il faut bien se rendre compte que la Silicon Valley Bank, c'est 214 milliards de dollars d'actifs. Alors 214 milliards de dollars, c'est beaucoup, mais pour une banque, au final, c'est pas tant que ça. Eh bien, ça en fait, on voit ici, c'est la 17e banque américaine, et en termes de comparaison, donc elle a 214 milliards. La JP Morgan, par exemple, c'est 3800 milliards de dollars. Et alors, si on va par exemple du côté de la France, avec BNP, qu'on connaît très bien, hein, qui est donc issu de la fusion de BNP Paribas et du Belge Fortis, on en a parlé un petit peu dans la vidéo de la crise de 2007-2008. Donc BNP, c'est 2670 milliards. Alors on se rend compte que c'est quand même beaucoup plus que les 214 de la SVB. Alors un autre point qui est bien, c'est la comparaison donc, avec Lehman Brothers, parce que c'est quand même ce que beaucoup de personnes ont mis en avant, c'est de dire tiens, est-ce qu'on n'est pas en train de revoir un remake de la crise de 2007-2008? Alors pour rassurer tout de suite, d'abord on n'est pas du tout sur la même taille, Lehman Brothers c'était quand même 3 fois plus gros, avec 600 milliards de dollars d'actifs contre 200 ici, et surtout, il y a un risque de contamination qui est vraiment moindre. Il faut quand même rappeler qu'à l'époque, on avait des gros problèmes avec cette titrisation, avec ces produits structurés qui étaient pourris et qui étaient dans les actifs un petit peu de toutes les banques. Et donc à ce niveau-là, c'était extrêmement dangereux. Alors maintenant, pour commencer à comprendre cette crise, il va falloir que je m'arrête un petit peu sur une notion technique au niveau des dépôts. Bon, alors c'est peut-être ici la partie la plus compliquée à comprendre de la vidéo. Hein. On a un Doliprane et demi sur 3 pour les personnes qui ne s'y connaissent pas forcément en économie, mais c'est pas grave. En ouvrant bien nos oreilles, on va comprendre. Alors ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'ici, il ne faut pas voir dans le prisme de se dire le dépôt va créer le crédit, c'est l'inverse, c'est le crédit qui va créer un dépôt. Donc, on va créer un crédit pour, mettons, Jean-Michel, et Jean-Michel va soit déposer directement l'argent sur son compte, soit acheter quelque chose avec cet argent qui va être au final placé sur un compte. Alors, mettons que je sois la SVB et que j'octroie un crédit à Jean-Michel et que Jean-Michel achète une machine à laver avec et que le vendeur de la machine à laver place son argent sur son compte qui est aussi chez moi à la SVB, eh bien c'est pas un problème, tout va bien. Là où ça devient un peu plus embêtant, c'est si cette machine à laver qui est achetée auprès d'un vendeur et que ce vendeur a par exemple un compte chez, je ne sais pas, chez JP Morgan et veut mettre son argent chez JP Morgan. Et bien de là, moi, en tant que SVB, je vais devoir transférer cette ligne, entre guillemets, à JP Morgan. Alors, pas le crédit, parce que le crédit, c'est moi qui dois l'assumer, c'est à moi que Jean-Michel va rembourser le crédit, et si Jean-Michel fait défaut de crédit, c'est toujours moi qui vais endosser la responsabilité. Mais dans le bilan de la banque, il faut toujours une contrepartie. Si j'ai un dépôt d'un côté, il me faut quelque chose de l'autre. Eh bien, cette chose-là, c'est donc la monnaie centrale. Alors, la monnaie centrale, c'est comme un dollar, sauf qu'on ne peut rien faire avec, en tout cas, on ne peut pas l'acheter comme ça. Et c'est donc simplement un compte qui est uniquement pour les banques, auprès de la Banque centrale, auprès de la FED.
Alors, ce qu'il faut bien comprendre avec ça, donc, c'est que quand j'ai un dépôt qui vient ici, j'ai de la monnaie centrale qui m'est donnée par une autre banque, mais par contre, mettons que le vendeur de machines à laver s'appelle Franck, que Franck vient chez moi, et que Franck se dit, ben, je vais utiliser mon argent pour le verser sur un compte dans une autre banque, ou faire un versement à une personne qui a un compte dans une autre banque, eh bien, moi, je vais devoir donner cette monnaie centrale à l'autre banque. Mais le problème, c'est que la monnaie centrale, je n'ai pas toujours. Parce que la monnaie centrale, simplement, elle rapporte en fonction du taux d'intérêt directeur. Et en l'occurrence, pendant des années, en fait depuis 2007-2008, cette monnaie centrale, elle rapportait 0,05%. C'est absolument rien du tout. Et en tant que banque, on peut quand même se dire, mais mince, est-ce que cette monnaie-là, je ne pourrais pas la placer pour avoir un meilleur rendement que 0,05%? Et donc de là, c'est ce que beaucoup de personnes vont faire, c'est ce que beaucoup de banques en tout cas vont faire, c'est de placer cet argent-là. Alors la question, elle est quand même de se dire, mais comment on va la placer si les gens, parce que si je place cette monnaie centrale dans des actifs qui sont illiquides, dans des actifs que je ne peux pas vite mobiliser, si quelqu'un veut retirer l'argent de son compte et que je n'ai plus du tout de monnaie centrale, je ne peux pas faire le transfert d'un dépôt à un autre. Et donc, ça, c'est aussi un risque de liquidité qu'il faut bien prendre en compte. C'est de dire qu'il faut avoir la capacité de trouver de la monnaie centrale dans le cas où un dépôt serait retiré pour partir vers une autre banque. Alors que ce soit simplement un transfert d'argent, donc un versement, ou que ce soit un achat d'un bien qui soit encaissé directement dans un compte tiers dans une autre banque. Alors ça, c'est la fin de la petite parenthèse technique, donc, qui est bien de garder en tête que un dépôt se fait, un dépôt arrive, donc c'est la monnaie, c'est un versement au final de monnaie centrale entre deux banques. Je vulgarise un petit peu, mais l'idée c'est vraiment comme ça qu'il faut le visualiser, et que donc, quand quelqu'un veut retirer de l'argent pour le placer sur un autre compte, il faut que moi, banquier, j'ai la capacité de trouver de la monnaie centrale pour la mettre sur le nouveau compte. Donc ça, c'est une subtilité qu'on va bien devoir garder en tête parce que ça va être vraiment le nœud du problème dans le cas de la SVB. Bon, alors maintenant qu'on a cette petite subtilité technique en tête, et la question qu'on va se poser, c'est tiens, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la Silicon Valley Bank? Parce que jusqu'ici, ça fait longtemps que je parle, et on ne sait pas exactement, mais pourquoi cette banque s'est cassée les dents. Alors, avant de comprendre d'où viennent les problèmes, on va surtout, et comment se sont passés les problèmes, on va surtout essayer de comprendre la situation avant les problèmes. On est en 2019, on le voit ici, on a à peu près 50 milliards de dollars de dépôts sur le compte de la SVB, et en 2022, on se retrouve à 214 milliards de dollars, ce qui est absolument énorme. Il y a donc une hausse de 140 milliards de dollars. Alors ici, on se remémore un petit peu ce que j'ai dit juste avant. On a deux types de dépôts qui peuvent être faits. Ceux qu'on a créés à base de crédits qu'on a fait nous-mêmes, donc c'est l'argent qu'on a créé, donc à ce niveau-là, on ne reçoit pas de monnaie centrale. Et dans nos 140 milliards ici, il y en a 30 qui sont sur base de crédit. Et par contre, donc, il y en a 110 qui sont des dépôts qui viennent d'autres banques. Donc, par exemple, je suis la Silicon Valley Bank, j'ai un client qu'on va appeler A, et ce client a reçu de l'argent parce que, je ne sais pas, il a vendu une très grosse commande à une autre entreprise qu'on va appeler B, et cette entreprise B est dans une autre banque. Donc en fait, au final, s'il y en a pour, mettons, 100 millions de dollars, eh bien ces 100 millions de dollars, ces 100 millions de dollars qui vont passer de la banque de l'acheteur à moi, Silicon Valley Bank, directement. Et cet argent, c'est la monnaie centrale. Donc, la Silicon Valley Bank se retrouve avec 110 milliards de dollars de monnaie centrale. Comme je dis, ça ne rapporte pas grand-chose. Ça rapporte donc 0,05% de dollars par an. Alors ça, on va en parler avant cette grande hausse des taux faite par la FED. Hein. Donc on est début 2022 et même un petit peu avant, on est fin 2021. On a donc 110 milliards de dollars de dépôts et on se dit mais tiens, mais qu'est-ce qu'on va faire de ces dépôts qui ne rapportent pas grand-chose? Alors effectivement, ils ne coûtent pas grand-chose, hein, c'est rien d'autre que du numérique, c'est pas de l'argent qui doit être gardé physiquement, donc ils ne coûtent pas grand-chose, mais ils ne rapportent rien non plus. Et quand même, il faut se rappeler que on est une banque, on est une entreprise de façon générale, on n'est pas là, c'est pas une SBL, on n'est pas là juste pour être gentil, on a envie de pouvoir juste simplement offrir un service en échange d'une rémunération. Donc, ces dépôts, il faut bien en faire quelque chose, c'est bien d'avoir un peu plus que 0,05%, parce qu'il faut bien se rendre compte que en termes de bénéfices, c'est rien du tout. C'est-à-dire que la marge qu'on peut avoir dans certains secteurs qui sont de 15-20% en plus, pour une banque, la marge, c'est le taux d'intérêt.
Et donc, quand le taux d'intérêt est à 0,05%, ça veut dire que la marge que se fait la banque, c'est 0,05%. C'est rien du tout par rapport au risque qu'on prend d'un défaut de crédit ou des choses comme ça. Bref, tout ça pour dire que, assez simplement, la Silicon Valley Bank a 110 milliards de dollars de monnaie centrale dont elle ne sait pas quoi faire, et elle va dire, tiens, j'ai envie d'avoir une meilleure rentabilité que 0,05%, et elle va donc placer une partie. Alors, comment va-t-elle faire? Alors voilà, les gens à la tête de la Silicon Valley Bank, c'est pas non plus des petits lapros six-semaines, donc ils réfléchissent, ils se disent, tiens, il faut qu'on garde une partie de cet argent en monnaie centrale, parce que, mettons que un de mes clients décide de racheter une autre entreprise, mettons, ça va faire beaucoup d'argent mobilisé et à faire passer d'une banque à une autre. Donc moi, Silicon Valley Bank, je dois garder une bonne partie en monnaie centrale, c'est-à-dire, en l'occurrence, elle va garder 11 milliards de dollars en monnaie centrale. Alors, on voit ici les deux bilans, donc avant les 140 et après les 140. Et donc, ce qu'elle va se dire, c'est d'abord, je vais garder donc 11 milliards de dollars en monnaie centrale, donc sur les dépôts. Hein, donc, je rappelle bien que nos 140 nouveaux milliards de dollars de dépôts, c'est donc cette flèche qu'on a de l'un à l'autre. Hein, c'est ce qui va être ajouté. C'est ce qu'on est en train d'analyser maintenant et pas le compte en général de l'SVB. Donc, on va avoir 11 milliards des 140, des 110, pardon, qui vont être gardés sous forme de monnaie centrale en se disant si quelqu'un a besoin de faire des opérations rapidement, on va les utiliser. Et le reste, ça va être mis en deux portefeuilles différents. Le premier portefeuille, c'est un portefeuille qu'on va appeler AFS, c'est-à-dire Available for Sale. Donc c'est un portefeuille qui est composé en fait de bons d'État et de crédits d'instances gouvernementales directement supportés par le gouvernement. Alors on a un rendement qui est autour de 2%, ce qui est énorme par rapport au 0,05 qu'offre la monnaie centrale. Et en même temps, surtout ce sont des bons d'État et des choses pareilles. C'est-à-dire que le risque que l'État fasse faillite ou qu'un État au sein des États-Unis fasse faillite, c'est quand même extrêmement faible. Donc 2% par rapport à un risque quasi nul, au vu des perspectives donc des 0,05%, c'est tout à fait correct, c'est même excellent. Donc là, on peut dire que c'est super chouette. Et donc, on va avoir 13,4 milliards de dollars qui vont être mis dans ce portefeuille-là, donc 13,4 sur les 110. Et on va avoir un deuxième portefeuille qui est HTM, c'est-à-dire Health to Maturity. Et là, ils vont placer 85,1 milliards de dollars des 110 nouveaux milliards. Alors, c'est quoi HTM? HTM, c'est donc un rendement de 2% aussi. C'est aussi constitué de bons de l'État américain, donc de l'État fédéral, aussi de chacun des États des États-Unis et d'instances gouvernementales ou supportées par le gouvernement. C'est exactement la même chose qu'AFS en fait, c'est le même rendement, c'est la même chose. Eh bien en fait, non. Il y a une petite nuance. La nuance, c'est que AFS en fait est valorisé en fonction de sa valeur de marché. Et HTM est valorisé en fonction de sa valeur de remboursement. Alors là aussi, on rentre un petit peu dans le technique, mais l'idée, elle est de dire, tiens, dans mon bilan comptable, en fait, AFS, eh bien, ça va être, mettons que je mette 100 dollars en AFS, et que ça me rapporte du 2%, ça va être à la base 102, mais s'il venait à perdre de la valeur, ça pourrait être 98 dans mon bilan comptable. Que je vende ou pas dans mon bilan comptable, c'est ça. Donc, au final, je vais devoir ajuster la valeur de ce produit dans le bilan en fonction de sa valeur réelle. HTM, par contre, Held to Maturity, donc c'est-à-dire qu'on va garder jusqu'à la maturité, dans le bilan comptable, quelle que soit sa valeur de marché, sera notée la valeur de remboursement. Donc, dans ce cas-là, mettons qu'on ait acheté pour 100 dollars de HTM, 102. Et quel que soit l'environnement économique qu'on aura, quelle que soit la conjoncture qu'on aura, dans notre bilan comptable, ce sera 102 dollars. Bon, alors ça va être une nuance qui va être assez importante quand même. Mais donc ce qu'on voit, c'est que SVB réfléchit un petit peu et garde la monnaie centrale au cas où il faut vite faire des transferts, garde AFS au cas où il faut vendre relativement vite parce qu'il faut faire plus de transferts, et sur les 110 nouveaux milliards, il y en a 85 donc, qui sont gardés en HTM, qui sont des placements donc, sur du plus long terme. On a en fait au final des portefeuilles qui sont extrêmement sains, c'est des bons d'État. Encore plus pour un pays comme les États-Unis, le jour où les États-Unis effaceront sa dette, vous m'appellerez parce que c'est quand même hautement improbable. Donc
on est sur un rendement qui est tout à fait correct à l'époque, avec 2% quand même par an, ce qui est quand même extrêmement bon par rapport au 0,05 de la monnaie centrale, et surtout qu'ils sont extrêmement sûrs. Alors la question est quand même de dire, ben, c'est quoi le danger avec ça? Pourquoi je suis en train de parler de ça? Je ne vais quand même pas parler de tout ce que fait la Silicon Valley Bank si ça n'a pas de lien avec leur faillite. Eh bien, parce qu'on doit s'intéresser un petit peu à la conjoncture économique. Alors, je mets ici deux yield curves. On a en orange celle qui date du 1er janvier 2023 et en bleu celle qui date du 1er janvier 2020. Et donc, qui est celle au moment où on a eu les débuts de ces grandes augmentations de dépôts pour les SVB, et donc le moment où les SVB a acheté énormément de bons de type AFS et HTM. Alors, simplement, pourquoi on a une telle différence de yield curve? Comme vous le savez, ça fait maintenant plus d'un an qu'on a une inflation extrêmement forte qui est montée jusqu'à 10% par moment. Et donc, la Banque centrale, on rappelle bien, Banque centrale complètement différente du gouvernement, la Banque centrale a mis en route son plan anti-inflationniste, le meilleur outil contre l'inflation, l'augmentation des taux d'intérêt. Alors, cette yield curve, pour ceux qui ne sauraient pas comment l'interpréter, assez simplement, on dit que dans l'axe DY, on a donc yield, la rentabilité, le rendement, donc c'est le taux d'intérêt, et sur l'axe DX, la maturité, donc c'est-à-dire l'échéance, le moment où sera remboursé ce bon d'État. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'un bon d'État, c'est juste un prêt qu'on octroie à l'État. C'est aussi simple que ça. Et donc, par exemple, si on prend 2020, donc la courbe bleue, un prêt qu'on octroierait à l'État sur un mois, ça rapporte 1,53%, là où un prêt qu'on octroierait sur 30 ans, c'est 2,33%. Alors là où ça devient intéressant, c'est de dire, tiens, si on compare nos deux yield curves, il ne faut pas les comparer en se disant, mettons, tiens, un prêt à un mois en 2020, ça rapporte quoi par rapport à un prêt à un mois en 2023? Il faut dire non. Il y a des gens qui ont acheté donc du AFS, du HTM, ils pourront potentiellement le revendre ou pas, dépendant de ce qu'ils veulent. Mais moi, mettons que je sois intéressé par acheter du bon d'État maintenant. J'ai deux solutions. J'ai deux solutions. Donc on est en 2023 actuellement. Et je veux être remboursé en 2030, par exemple. On utilise cette yield curve, on dit tiens, j'ai envie d'être remboursé en 2030. Alors, soit j'achète un nouveau bon à 7 ans, et donc qui me rendra bon pour 100 dollars, on va dire. Donc, je donne 100 dollars, et en 2030, je serai remboursé de mes 100 dollars, plus 3,89% d'intérêt. Ça, c'est si j'achète du neuf. Si j'achète entre guillemets en occasion, ce qu'on va avoir, c'est que je pourrais acheter, par exemple, à la SVB, mettons que je ne sois plus à la SVB, je suis un banque, mais je pourrais acheter à la SVB de l'argent de son portefeuille. Et donc, si j'ai envie que ça s'arrête en 2030, alors il faut un bon à 10 ans. Et le bon à 10 ans qu'elle a acheté, ça donne 100 plus 1,88. Mais alors, assez simplement, maintenant je suis acheteur, je me dis j'ai envie d'acheter un bon. De toute façon, je vais payer 100. Pourquoi j'achèterais un vieux truc moisi qui donne 100 plus 1,88 plutôt qu'un nouveau qui donne 100 plus 3,89, sachant que c'est le même produit, il se termine au même moment, il a le même risque, c'est juste qu'il y a un meilleur rendement. Donc, évidemment, on va avoir une dépréciation alors de ces bons d'État qui étaient à des taux extrêmement faibles. Donc, au final, tous ces bons d'État que va avoir acheté la SVB vont se déprécier et perdre en valeur. Et donc maintenant, on va s'arrêter un petit peu sur la différence entre AFS et HTM en termes de perte de valeur parce qu'ils réagissent pas exactement de la même façon. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour comprendre donc la chute de cette borne. Donc on rappelle qu'indépendamment de la monnaie centrale, on a deux portefeuilles qui nous intéressent, AFS Available for Sale et HTM Held to Maturity. Alors, je rappelle aussi, c'est valorisé de façon différente. AFS est valorisé en fonction de sa valeur de marché et HTM est valorisé donc en fonction de sa valeur de remboursement. C'est-à-dire, mettons que les taux augmentent. Boum. C'est un peu chiant, mais simplement AFS et HTM perdent de la valeur. Comme j'ai dit, un nouvel acheteur, pourquoi il achèterait mes bons qui donnent du 1,88% alors que pour la même maturité, il peut avoir quasiment du 4%. Personne ne ferait ça. Donc ça perd en valeur. Mettons par exemple, pour expliquer simplement, que ça perd 10% de valeur. Donc, c'est-à-dire que si je veux vendre mon FS ou mon HTM, je ne le vendrai plus à 100, mais je le vendrai à 90. Donc, 10%, ici je prends 100 pour que ce soit plus simple, 10 de perte. Mais ça ne va pas se comporter de la même façon si je ne vends pas AFS et HTM. Bon, si je ne vends pas, dans les deux cas, au moment du remboursement, je recevrai toujours mes 100, plus les intérêts que j'avais. Donc ça, c'est pas un souci, si je ne vends pas, je ne perds pas. Sauf, petite nuance, la valorisation. AFS, si je ne vends pas, mettons que le remboursement se fasse en 2030, donc que je touche mes 100 en 2030,
Eh bien, simplement, entre maintenant et 2030, donc pendant 7 ans, mettons que les taux resteront toujours les mêmes et que ça vaudra toujours 90 entre les deux jusqu'au remboursement, dans mon bilan comptable, si je ne vends pas, mes 100 deviendront 90. Perte de valeur, et donc tout le monde voit que ça a perdu la valeur et que mon entreprise perd de l'argent. Par contre, HTM est valorisé en fonction de la valeur de marché. C'est-à-dire que même si j'attends le remboursement, donc 2030 par exemple, je vais quand même avoir un truc stable, même si ça vaut 90, même si mettons que je veuille le vendre, ça vaille 90 et qu'on me donnera 90, dans mon bilan comptable, il sera toujours écrit 100 parce que c'est la valeur de remboursement, c'est la différence entre AFS et HTM. Et c'est extrêmement important dans notre chute. C'est ça, je vais l'expliquer en profondeur après, mais c'est extrêmement important de dire qu'il y en a un qui perd en valeur comptable même si on ne vend pas, et l'autre qui garde la même valeur que je vende ou non. Bon, alors maintenant qu'on a un petit peu fait le bilan, qu'on a compris la plupart des mécanismes qu'on aura plus tard, on va comprendre à partir de quand les problèmes vont commencer. Eh bien, je l'ai dit dès le début, on a un problème de diversification du risque. C'est-à-dire, pour ceux qui ne comprendraient pas, le principe de diversification du risque, c'est de dire si j'ai des clients qui viennent, par exemple de la menuiserie, par exemple de la technologie, par exemple des services aux personnes, des choses comme ça, si un secteur s'écroule, c'est pas trop grave parce que j'en ai plein d'autres qui sont encore là pour me supporter. Or, je l'ai dit en début de vidéo, c'est pas le cas pour la SVB. La SVB, elle se spécialise dans les startups autour des nouvelles technologies. Et justement, on va avoir une crise dans ce secteur-là. Alors, c'est pas une crise immense, mais c'est une crise quand même. Et on voit ici donc sur notre graphique, donc inflow, outflow, donc ce sont les mouvements de dépôt, les arrivées et les retraits. Et on voit que jusqu'au Q1 2022 compris, c'est très bien, le secteur est très prolifique, on a une augmentation des dépôts, mais que suite à cette crise, au Q2 2022, on va voir une chute des dépôts. C'est 30 milliards de dollars qui vont partir, donc 30 milliards qui vont être versés vers des comptes qui n'appartiennent pas à la SVB. Et ces 30 milliards, comme je l'ai rappelé, et comme j'ai dit plusieurs fois, il va falloir en fait prendre 30 milliards de dollars de monnaie centrale et les donner donc aux différentes banques chez qui part tout cet argent-là. Alors on va reprendre vite fait ici l'utilisation des dépôts. Alors on ne prend pas l'augmentation 110, on prend le deuxième bloc, le gros. On voit qu'on n'a que 20,6 milliards de dollars en monnaie centrale. Or c'est 30 qu'on doit donner. C'est 30. Alors comment on va faire? Eh bien, simplement, on va réfléchir parce qu'il y a des mécanismes qu'on peut utiliser. Eh bien, un mécanisme qu'on peut utiliser, c'est mettre en garantie son portefeuille HTM auprès de la Banque centrale. C'est-à-dire que moi, en tant qu'SVB, je vais venir frapper à la porte de la FED et dire bonjour, j'ai besoin de liquidité, j'ai besoin de monnaie centrale, je vous donne en échange une partie de mon portefeuille HTM. Alors, le souci, c'est que HTM, dans mon bilan, il vaut 100, mais en réalité, il ne vaut que 90. Je rappelle, les taux ont augmenté, mon HTM est moins utile qu'un autre, donc mettons que je veuille le vendre ou que je veuille l'échanger, il ne vaut plus 100 comme écrit dans mon bilan, mais il vaut 90. Ce que ça veut dire surtout, c'est que quand je vais voir la Banque centrale, c'est 90 qui vont me donner en échange de 100, hein. Enfin de l'ensemble qui valait 100, ils ne vont pas me donner 100, ils vont me donner 90, ils vont me donner la valeur de marché, et ils vont même donner la valeur de marché moins un certain intérêt que eux vont ponctionner. Alors maintenant, c'est plus le cas, suite à la faillite donc, de la SVB, il faut bien dire que en fait, le secteur bancaire a, comme dans le secteur de l'aviation, dès qu'on a un gros crash, dès qu'on a une grosse chute, on tire les leçons et on met en place des règles pour ne plus que ça arrive. Et ceci, cette chute de valeur du portefeuille HTM, quand on va chercher des liquidités auprès de la Banque centrale, c'est un des éléments qui a fait s'écrouler SVB. Et donc maintenant, suite à cette faillite, eh bien simplement, si vous êtes une banque et vous voulez déposer du HTM en échange de monnaie centrale, la FED ne vous ponctionnera plus d'intérêt et vous donnera la valeur de marché. Donc, je reviens à notre cas pratique. Mettons que je veuille aller voir la banque centrale, je dis j'ai équivalent 100 de HTM, elle va me donner 90 moins un petit pécule, donc mettons 88. Mais attendez, on va s'arrêter un petit peu une minute sur le bilan parce que ça nous apprend quand même que si c'est valorisé à 100 dans le bilan, c'est pas pour autant que ça vaut 100. Donc ici on va voir le bilan donc, de la SVB. Donc voilà, ça c'est le bilan de la SVB, il est un petit peu simplifié mais c'est pour comprendre l'histoire. Et ça c'est un bilan tout à fait normal, c'est le bilan légal comme on peut le trouver sur internet, c'est-à-dire que au passif, donc on peut voir le passif comme ce que je dois et l'actif comme ce que j'ai. Au passif, on a des dépôts à hauteur de 173 milliards de dollars.
On a des crédits à hauteur de 22,7 milliards de dollars, donc ça c'est des crédits que la SVB a fait auprès d'autres banques ou d'autres instances. Et on a le capital, donc qui est de 16 milliards de dollars. Du côté de l'actif, donc ce qu'on possède, c'est les créances. Les créances, c'est simplement les prêts qu'on a octroyés à des gens, à hauteur de 74,2 milliards. De la monnaie fédérale, à hauteur maintenant de 13,3 milliards. Donc le portefeuille AFS aussi à hauteur de 26 milliards. Le portefeuille HTM à hauteur de 91 milliards. Et aussi du matériel de bureau et des choses comme ça à hauteur de 6 milliards. Bon. D'un point de vue bilan, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que, mettons que quelque chose de la colonne de gauche vienne à perdre en valeur, c'est la colonne de droite doit aussi, au final, je rappelle, actif égale passif, la colonne de droite doit faire le même niveau au total. Les dépôts, je suis obligé de les rendre si les gens le veulent, donc c'est pas ça qui peut diminuer. Les crédits, pareil, j'ai fait un crédit auprès d'une autre entreprise, d'une autre banque, pardon, je suis obligé de lui rembourser l'argent. Donc, d'un point de vue du passif, toute chute qu'on va avoir à gauche, que ce soit d'AFS, d'HTM, un non-remboursement des créances, toute chute, elle ne peut être qu'encaissée que par le capital. Et le capital, il est ici de 16 milliards. Alors ça, c'est avec simplement une valorisation classique de HTM. Et je rappelle que la banque, ici, la Silicon Valley Bank, risque de devoir faire appel à la banque centrale pour vendre du HTM en échange de monnaie centrale pour pouvoir assurer les dépôts de façon correcte. Bon, alors, si ça se fait, je l'ai dit, HTM va être vendu entre guillemets à la Fed, non pas en fonction de sa valorisation normale, mais en fonction de sa valorisation de marché. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est simplement faire un exercice disant, mettons que tout HTM doit être donné à la Banque centrale. Mettons, c'est une possibilité que absolument tout doit être fait. Alors, c'est un cas extrême, ça ne va pas être le cas, mais mettons donc que 90 milliards d'HTM doivent être remplacés en monnaie centrale pour partir donc dans des dépôts. Eh bien, simplement, on va devoir prendre la valorisation de marché. Et donc, ici, on va voir le nouveau bilan. Ce nouveau bilan, c'est un bilan artificiel parce qu'HTM n'est pas valorisé comme il devrait, mais il est valorisé en fonction de valeur de marché pour simplement visualiser. Alors, on remet actif égale passif, on a toujours la même quantité de monnaie centrale, on a toujours la même quantité d'AFS, on a toujours la même quantité d'HTM. Non, on n'a plus cette même quantité d'HTM, simplement, elle a chuté, elle ne vaut plus que 70 milliards. Elle ne vaut plus que 70 milliards sur les 90, ce n'est plus la même chose. Et donc, on a un risque. On a un risque parce que quand on regarde notre petit graphique à droite, simplement, en fait, il est à 0,5, notre capital, et puis à 16. Donc ça veut dire simplement que, mettons qu'on arrive à une situation où on doit vendre la totalité de notre HTM auprès de la banque centrale pour avoir de la monnaie centrale, notre capital ne serait plus que de 0,5 milliard de 500 millions. Et on rappelle, dès que le capital est égal à 0, c'est terminé, fin de partie, faillite. Donc c'est dangereux ce portefeuille HTM, c'est dangereux parce qu'il est valorisé non pas au marché, mais il est valorisé en fonction simplement de sa valeur de remboursement. Il faut vraiment se méfier de ça. Bon, alors ce calcul que je viens de faire, chez SVB, ils l'ont fait aussi. Ils se sont très vite rendus compte que, effectivement, à gauche, HTM, si jamais on venait à le valoriser en fonction de sa valeur de marché, donc en fait, si jamais on voulait le vendre à la Fed pour avoir la monnaie centrale pour pouvoir assurer la perte de dépôt, et bien simplement, on passerait de 91 milliards à peu près 74,5 milliards de dollars. Donc notre capital, notre filet de sécurité en cas de dépréciation de l'actif, passerait de 16 milliards à 0,5 milliards. Donc ça, ils l'ont vu. Et ils ont une solution pour ça, c'est de dire, tiens, on va faire appel aux actionnaires, on va faire donc une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars pour pouvoir augmenter un petit peu notre filet de sécurité pour avoir plus de chances en cas de dépôt, de retrait en tout cas de dépôt massif à un seul moment parce que, je rappelle, ça fait maintenant 4 quadrimestres d'affilée que la SVB est en perte en termes de dépôt. Dans un même temps, elle se rend compte que ces AFS, ils n'arrêtent pas de perdre de la valeur, parce qu'ils sont valorisés, je rappelle, en fonction de leur valeur de marché, et donc que dans leur bilan, ça grignote aussi du capital. Et donc, ce qu'ils vont vouloir faire, alors, c'est dire, tiens, alors simplement, on a 21 milliards de dollars d'AFS maintenant, on va tout vendre pour acheter du plus récent, avec des meilleurs taux, des taux plus intéressants.
Sauf que le problème, c'est qu'en vendant tout, on perd 1,8 milliard de dollars. Ce qui en valait 21 n'en vaut plus que finalement à peu près 19. Donc on a une perte ici qui va se faire. Alors vous me direz, oui mais cette perte, elle est déjà dans le bilan vu que c'est valorisé à la valeur de marché et ils ont vendu à la valeur de marché. C'est vrai. C'est vrai maintenant, sincèrement, est-ce que vous êtes déjà allé voir simplement sur internet le bilan de votre banque? Non, personne ne fait ça. Personne ne fait ça en réalité. Ou les gens qui travaillent dans la finance, qui ont très envie de s'intéresser précisément aux finances de leur banque. Mais sinon, personne ne va avoir le bilan de sa banque. Par contre, le problème, c'est qu'une fois que c'est vendu, c'est 8,7%, donc 1,8 milliard. À titre de comparaison, le bénéfice de l'année précédente, c'était 2 milliards, donc c'est l'équivalent du bénéfice total qui d'un coup disparaît. Ce milliard,8, eh bien simplement, il va apparaître au compte de résultat. Et ça, il y a déjà beaucoup plus de personnes qui regardent le compte de résultat. C'est une perte sèche de 1,8 milliard de dollars. Donc on le rappelle, d'un côté, on va avoir cette vente de l'AFS qui va amener à une perte dans le compte de résultat et plus seulement dans le bilan de 1,8 milliard de dollars et en même temps une augmentation de capital de 2,25 milliards de dollars. Et c'est là aussi que la malchance arrive. Parce que le 7 mars 2023, il y a Silvergate, une autre banque américaine, qui annonce sa liquidation. Donc sa faillite, c'est terminé. On va avoir un commissaire qui va venir faire en sorte de trouver où on peut prendre l'argent pour simplement rembourser les créanciers. Ça, c'est le 7 mars. Le 8 mars, la SVB annonce non seulement la perte de 1,8 milliard de dollars, et aussi l'augmentation de capital. Je vous le dis tout de suite, quand votre banque, dans un moment où il y a pas mal de faillites bancaires, vous dit non seulement je fais une augmentation de capital, mais en plus je perds de l'argent, ça veut juste dire qu'elle est très mal. Alors en réalité, ici, c'est juste le hasard du calendrier qui fait ça, parce que même si c'était une situation un peu délicate, on était loin d'être sur un moment extrêmement difficile, mais le fait que cette annonce ait été faite le lendemain et qu'en même temps on annonce une perte et en même temps une augmentation de capital, ça ressemble vraiment, pour les yeux du public, à une faillite. Alors, on a un début de faillite en tout cas, une tentative de sauvetage un petit peu vain de la faillite. Et on va voir un facteur aggravant, c'est donc ici en Europe, en Union Européenne, on a une assurance dépôt à hauteur de 100 000 euros par tête, donc par compte. C'est-à-dire que mettons que vous êtes chez ING et qu'ING fasse faillite, si ING fait faillite, eh bien, mettons que vous avez 150 000 euros sur votre compte en banque, 100 000 seront garantis donc par l'État et donc par cette assurance dépôt, en tout cas, vous retrouverez 100 000. Donc, jusqu'à 100 000 euros, c'est retrouvé. Aux États-Unis, c'est une autre instance qui s'appelle la FDIC, et eux, ça monte jusque 250 000 dollars. Alors, le problème, c'est qu'on va voir dans le tableau ici, en fait, c'est simplement que on a beaucoup de dépôts qui sont au-dessus de ces 250 000 dollars. Donc on voit que j'ai splitté en deux donc, les dépôts, que ce soit les dépôts des particuliers et des entreprises. On remarque quand même que en termes de dépôts moyens pour les particuliers, c'est 45 000 dollars. C'est pas grave, c'est super, c'est couvert par l'assurance. Mais le dépôt moyen des entreprises auprès de la SVB, c'est 4 183 000 dollars. Et on peut compter donc au final, alors c'est pas dans le tableau ici, mais on peut savoir que 97% des dépôts, en termes de quantité, pas en termes de comptes différents, mais en termes de quantité, 97% des dépôts sont au-dessus des 250 000 dollars. Donc ce que ça veut dire, c'est que en cas de faillite, 97% des dépôts ne seront pas entièrement retrouvés. Pour donner un petit titre de comparaison, les grandes banques américaines, JP Morgan, Bank of America, on est autour de 60% seulement de ces dépôts qui sont non assurés. Là, c'est 97%. 97% de l'argent sera perdu en cas de faillite totale et qu'on soit en situation d'insolvabilité absolue. Donc, si on met ces trois choses-là ensemble, le fait que la plupart des titulaires de compte chez SVB savent qu'en cas de faillite, leur argent ne sera pas entièrement retrouvé. Le fait que la veille de l'annonce, il y ait une banque qui ait fait faillite. Le fait que le jour de l'annonce, on annonce non seulement une perte de 1,8 milliard, ce qui est énorme pour la taille de la SVB, et l'augmentation de capital, on va juste créer un immense bank run. Et ce bank run, il va être réellement terrible. En une journée, en seulement 24 heures, la SVB va perdre en termes de dépôt 42 milliards de dollars. Alors à titre de comparaison,
Elle a eu du mal à trouver une somme plus faible que ça en 3 mois en termes de monnaie centrale, et ici elle va devoir le trouver en 24 heures. C'est réellement impossible. Alors elle a réussi, en vendant énormément de son portefeuille HTM notamment, à trouver 41 milliards des 42. Mais il reste 1 milliard de dollars qu'elle devait trouver en monnaie centrale, et là simplement on est en situation d'illiquidité. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est la règle du jeu. Quand la banque devient illiquide, c'est la FDIC qui vient prendre les rênes et qui va démanteler la banque pour trouver de l'argent à gauche à droite pour rembourser les derniers créanciers, les derniers dépôts. Alors, c'est simplement la faillite, en fait. La question qu'on va se poser, c'est tiens, et maintenant? Et maintenant, comment ça va se passer? Tous ces dépôts qui étaient au-dessus des 250 000 dollars, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pourquoi? Est-ce qu'ils vont perdre de l'argent? Eh bien, en fait, assez simplement, le gouvernement a décidé de garantir l'ensemble des dépôts. Donc, plus que les 250 000, par contre, elle a dit on va tout garantir. Alors, il y a des personnes qui vont critiquer ça en disant mais en fait, pourquoi? Pourquoi? Parce que quand on regarde simplement notre petit tableau, on le revisualise ici, notre petit tableau, on voit que les dépôts qui ne sont pas assurés, c'est les entreprises et qui ont énormément de pognon. Au final, ces startups, elles ont un directeur financier, il devrait quand même savoir que normalement, quand sur ton compte c'est maximum 250 000 dollars, on ne met pas plus sur le compte. Si on ne veut pas prendre de risque, on achète certains produits financiers qui servent justement à la gestion de trésorerie, mais on ne met pas autant d'argent sur son compte en banque parce que c'est risqué. Et on se dit, mais tiens, au final, les particuliers, en moyenne, ils mettent 45 000 dollars sur le compte, donc ils seront remboursés. Ceux qui ne seront pas remboursés, c'est les entreprises qui ont plein d'argent et qui ont mal géré cet argent. Au final, c'est pas grave. Ça, c'est la critique principale qui est faite à l'interventionnisme de l'État de garantir l'ensemble des dépôts, même au-delà des 250 000. Seulement, en fait, quand on regarde en particulier, les SVB, ces cons, ne sont pas si mauvais que ça. C'est juste qu'ils n'ont pas su mobiliser rapidement de l'argent. Mais sinon, l'argent, de façon générale, ils l'ont. C'est pas une crise de solvabilité, c'est une crise de liquidité. Ce que ça veut dire, c'est qu'au final, les coûts, alors on ne les connaît pas maintenant parce que la FDIC est en train de travailler à ça, mais si ça tombe, l'État ne devra presque pas déboucher un seul dollar de sa poche pour rembourser les dépôts au-dessus de 250 000. Le tout, c'est juste de savoir prendre un petit peu de temps pour mobiliser cet argent qui existait. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apprend et surtout quels sont les risques qu'on va avoir? Eh bien, en fait, assez peu. On n'est pas du tout comme dans le cas des Lehman Brothers, comme je l'ai dit, où on a une grande interconnexion avec les produits structurés qui font que quand une banque chute, toutes les autres chutent. En particulier ici en Europe, on a quand même très peu de liens avec cette banque, donc il y a peu de risques systémiques. Euh, et on pourrait me dire, tiens, oui, mais Crédit Suisse qui chute au même moment. En fait, vraiment, j'ai posé la question en début de vidéo de dire, tiens, est-ce que c'est lié à l'actualité ou est-ce que c'est une faillite qui devait de toute façon être? Dans le cas de Crédit Suisse, on est plutôt dans le deuxième cas. C'est-à-dire que Crédit Suisse, depuis 10 ans, leurs comptes ne sont pas bons. Ça fait quelques années donc qu'ils sont en négatif, qu'ils sont en perte. Et c'est vraiment le mauvais élève de l'Europe avec la Deutsche Bank. Donc c'est pas trop en lien en fait avec les SVB. Le seul vrai lien, c'est que on a une annonce qui est de dire que pendant 2 ans, on a eu des résultats négatifs chez Crédit Suisse. Que pendant les 2 ans qui vont venir, on s'attend encore à des résultats négatifs. Et dans un même temps, on a l'actionnaire majoritaire, donc qui détient 9,9% des parts, qui dit que en cas de souci, il ne serait pas prêt à remettre du capital dans Crédit Suisse. Alors en réalité, c'est pas pour des raisons financières, parce que l'argent ils l'ont. La réalité, c'est surtout que en Suisse, au-dessus de 10%, à partir de 10% de parts boursières d'une banque, on doit répondre à certaines obligations, certaines contraintes que cet actionnaire ne voulait pas, ce qui est une banque saoudienne, hein, si vous voulez savoir. Donc, que cet actionnaire ne voulait pas endosser. Donc, le fait de dire au même moment que on a perdu de l'argent pendant 2 ans, on va continuer à en perdre pendant 2 ans, que s'il y a des problèmes, l'actionnaire majoritaire ne va plus mettre d'argent, et surtout, au même moment, on a la SVB qui chute, ça crée aussi un problème. Et c'est à cause de ça, donc, que le Crédit Suisse s'est écrasé réellement, et donc il a été racheté derrière à un moindre coût par UBS, vraiment pour vraiment quasiment rien de mémoire. On parle de 3 milliards de dollars, alors ils en valaient 10 le week-end juste avant le rachat. Donc bon, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est donc que la SVB, sa chute n'impacte pas tant que ça en réalité les banques européennes. Le seul impact que ça a, c'est juste
amené un climat de peur chez les investisseurs, et donc c'est pour ça que d'un point de vue boursier, beaucoup de banques ont perdu autour de entre 5 et 10%, mais c'est pas pour autant que les finances de la banque en elle-même et des autres banques sont particulièrement mises à mal. C'est pas pour autant qu'il faut vite aller retirer son argent chez ING ou de chez Dexia, qui n'est plus Dexia d'ailleurs, il faudrait que je le mette à jour. Mais donc l'idée est clairement de dire que voilà, ING, Belfus, BNP, toutes ces choses-là n'ont aucun problème actuellement. Il n'y a pas trop de soucis à se faire avec la chute de l'SVB. Le seul souci, c'est au niveau boursier parce que les investisseurs sont craintifs, parce que les taux ne risquent pas de baisser et vont continuer à augmenter. Donc ça fait peur. Et effectivement, ça, c'est quelque chose qui fragilise, c'est l'augmentation des taux. C'est pour ça que on a tous ce débat de dire tiens, d'un côté on doit lutter contre l'inflation en augmentant les taux, et de l'autre si on les augmente trop fort d'un coup, euh, c'est mauvais, c'est dangereux pour les banques. On voit qu'il y a la SVB qui s'est cassé les dents avec ça. On voit que Crédit Suisse a eu beaucoup de mal aussi avec ça. Maintenant, c'est la Deutsche Bank qui est pas trop mal. Maintenant, on n'est pas au point non plus de chuter. Mais donc, il y a aussi cette critique de dire et si ces taux, on les avait augmentés plus tôt mais moins fort, est-ce que ça n'aurait pas permis de lutter de la même façon contre l'inflation, mais surtout de faire survivre certaines banques et de pas faire trop peur. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est une autre question. Et l'idée est quand même de dire que cette chute de l'SVB n'est vraiment pas grave pour l'Europe, et même de façon systémique, c'est vraiment pas un événement grave. On le voit, c'est pas une chute qui va impacter les autres parce que il y a des produits toxiques qui ont perdu de la valeur, comme à l'époque avec les subprimes. C'est juste une crise de liquidité due à l'augmentation du taux d'intérêt et à des différences de valeur entre d'un point de vue comptable et d'un point de vue valeur de marché. C'est juste ça.